Hey, salut. Il y a plein de façons de faire du documentaire, mais il y a un courant qui m'intéresse particulièrement, et il a apporté une certaine liberté dans le monde du documentaire. C'est le cinéma vérité. La vérité, c'est que j'en ai marre. Vous en avez forcément entendu parler, vous avez peut-être une vague idée de ce que c'est. Alors rassurez-vous, je vais pas faire trop long sur le sujet, mais il y a quand même pas mal de trucs à dire. Allez, on y va. On peut imaginer le cinéma vérité comme une façon de penser et de faire un film différemment, en s'adaptant en permanence à une réalité, en repensant son film sans cesse après chaque moment de tournage et même après chaque scène. On découvre en route, pendant qu'on tourne, des tas de trucs qui viennent s'ajouter au film, et c'est comme ça que le film évolue. Alors chaque soir on repense le film, chaque soir on prépare ce qu'on peut faire demain, mais sans trop le préparer, et le lendemain on replonge encore et on fait de nouvelles découvertes. L'idée, c'est pas de changer le sujet ou l'angle choisi, mais bien d'adapter son comportement de réalisateur et de chef opérateur en fonction de la situation. C'est un concept puissant qui a donné naissance à des films très originaux, drôles, parfois, difficiles, souvent, mais toujours très très libres. Dans une usine, vous êtes là, vous êtes enfermé, vous êtes là toute la journée avec ce bruit de moteur et tout ça. Vous avez vachement raison, c'est dégueulasse. Pour comprendre d'où vient le cinéma vérité, il faut remonter dans les années 60 en France. Jean Rouch, qui est cinéaste et ethnologue, et Edgar Morin, qui est sociologue, décident de réaliser un film qui va devenir emblématique. Son nom, Chronique d'un été. Ça sortira en 1961. L'idée est de poser une question toute simple à des inconnus dans la rue. Êtes-vous heureux ? Et surtout, de voir ce qui se passe. Mais pour que tout soit possible, il faut avant tout une révolution technologique. Les caméras de l'époque sont énormes, intransportables. Donc il va falloir pouvoir les amener dans la rue. Les caméras deviennent portables, plus maniables, et surtout elles enregistrent du son. Jean Rouch tombe sur ce nouveau type de caméra. Et il imagine avec Edgar Morin un film hors studio, un film où la caméra pourrait bouger facilement et avec laquelle on pourrait enregistrer du son directement. La technologie permet alors un nouvel usage, une nouvelle approche plus libre et qui déplace le spectateur au cœur de l'action, au plus près des gens. C'est la naissance du cinéma vérité. Une envie de capter la vraie vie, sans gros décors, sans scénario ultra détaillé. Alors le nom choisi Cinéma Vérité, il n'est pas anodin. Rouch l'a choisi en hommage au Kina Pravda. C'est un mouvement théorique et esthétique du cinéma soviétique des années 20, et c'est aussi le nom d'une vingtaine de courts-métrages réalisés par Dziga Vertov. La spécificité de ces films, elle est dans le procédé. La recherche d'une représentation de la réalité grâce aux possibilités très formelles que propose le cinéma, et uniquement le cinéma. Imaginez des arrêts sur image, des surimpressions, des accélérés, des ralentis, etc. Mais tout ça, ça date des années 20, du début des années 20. C'est une révolution. Et ça a marqué le monde du cinéma. Le but était, avec ces procédés, de restituer le réel de la façon la plus complète, de dévoiler les sensations. L'idée de base du cinéma vérité, c'est de saisir la réalité comme elle est, sans artifice. Le cinéma vérité part du principe que la présence d'une caméra change tout. On arrive dans un lieu, on filme, on discute avec les gens, on voit ce qui se passe. C'est plus vraiment un reportage formaté ni une fiction parfaitement écrite. Le réalisateur devient un élément du film, il discute avec vous, sauf qu'il y a une caméra qui tourne. Les gens réagissent différemment quand ils savent qu'ils sont filmés. Le réalisateur ne reste pas caché, au contraire, il intervient, il pose des questions, parfois il apparaît même dans le cadre. C'est un peu comme si on filmait la vie nature, tout en assumant qu'il y a un regard derrière la caméra, un point de vue. Le mouvement néo-réaliste de l'Italie d'après-guerre et les documentaires libres britanniques des années 50 qui traitaient des situations ordinaires ont fortement influencé le développement du cinéma vérité français. C'est une suite d'événements qui a amené à cette création. Dans le film de Rouch et Morin, Chronique d'un été, l'équipe du film se balade en ville et questionne des passants. Le principe a l'air super simple. Ils demandent juste s'ils sont heureux. Et en fait, ça ouvre vers plein de confessions, des états d'âme, des trucs très personnels. Le film devient une sorte de collage de la France du début des années 60. Les gens parlent de leur boulot, de leurs rêves, de ce qu'ils pensent de la société. Tout ça, ça donne un film qui ressemble un peu à un mélange entre le film expérimental, la sociologie. C'est varié, c'est surprenant, c'est tendre et surtout c'est tellement humain. Alors on se rend vite compte que la présence de la caméra rend les gens un peu nerveux et par moments hyper bavards. Et c'est exactement ça que les réalisateurs y cherchent à montrer.
La vérité, elle n'est pas juste là, elle se crée au moment du tournage, dans la relation avec l'équipe. Dans le documentaire, une des grandes questions, c'est de savoir si on peut filmer la réalité sans la déformer. Est-ce que la réalité existe quand on est présent avec une caméra, un chef opérateur, un réalisateur, un preneur de son? Et je parle même pas quand c'est le producteur. On peut imaginer que la caméra change forcément le comportement des gens, et que le réel est dénaturé. Mais le mouvement du cinéma vérité assume, et prend justement cet argument comme un élément fondateur. C'est cette interaction qui fait la richesse du film. La vérité dont on parle, c'est pas un concept scientifique ou objectif, c'est ce qui se révèle au moment où des personnages s'expriment face à la caméra, sous le regard d'un réalisateur. Et c'est ça qui rend le truc fascinant. Au lieu de faire semblant d'être invisible, comme si c'était vaguement possible, le cinéaste admet qu'il est acteur de la situation. On va parfois l'entendre poser des questions, on va le voir réagir. On oublie la fausse neutralité, on oublie la voix off qui prétend tout expliquer comme si on était incapable de comprendre la situation. On montre la réalité, telle qu'elle est dans le moment, avec la présence de ceux qui la filment. Le cinéma vérité a inspiré plein de cinéastes dans le monde. Aux États-Unis, il y a un mouvement appelé Direct Cinéma qui se rapproche de cette idée. Alors ces deux mouvements sont parfois associés, mais à mon sens, c'est une erreur d'interprétation. Le Direct Cinéma cherche à se faire plus discret, à faire oublier la caméra et à filmer sans intervenir dans la scène. Et c'est là qu'on voit bien l'opposition entre la caméra du cinéma vérité, qui modifie les réalités et engendre une nouvelle vérité, et le direct cinéma américain, qui aimerait faire disparaître sa caméra pour ne filmer que le réel, intact. Si ces subtilités peuvent s'opposer sur le papier, en réalité, c'est bien les variantes d'une même volonté. Filmer le plus librement possible la réalité, laisser la vie décider et le réalisateur s'adapter. Je ne vais pas faire une très longue vidéo là-dessus, il y a un bon podcast sur France Inter, le lien est dans la description. Une année avant Chronique d'un été, Jean-Luc Godard va piocher dans ses idées de liberté, au niveau du mouvement, au niveau de la fluidité pour son film À bout de souffle. Vous l'avez tous vu, et si c'est pas le cas, allez-y, ne serait-ce que pour sa culture cinématographique. Sortir la caméra dans la rue, hors des studios, avec un son plus direct et en assumant les tremblements de sa caméra, c'est ça qui va piocher dans le cinéma vérité. La nouvelle vague entière découle, entre autres, du cinéma vérité. Aujourd'hui, avec les caméras ultra légères et même nos smartphones, un caméraman, un cinéaste, un réalisateur ou un créateur sur TikTok peut appliquer les codes du cinéma vérité sans trop de moyens. Il suffit d'être là, sur le terrain, prêt à tout enregistrer, et à admettre qu'on fait partie de la scène, sans cacher les artifices de sa propre création. Pensez à ces vidéos où on voit quelqu'un dans la rue questionner des passants sur leurs revenus, sur leur voiture ou sur leur appart. C'est en quelque sorte du cinéma vérité 2.0, en format super court. Ok. Alors évidemment, c'est pas dans l'ensemble d'un documentaire, c'est sectionné, partitionné dans des petites vidéos qu'on envoie gratos sur TikTok. Il n'y a pas la partie de création peut-être derrière, il y a moins la partie artistique, il y a moins la partie du propos. N'empêche que, cet élément, on peut l'imaginer comme la continuité d'un cinéma vérité. Si le concept a été clarifié depuis plus de 60 ans avec le film de Jean Rouch et Edgar Morin, ça reste totalement d'actualité. Chaque fois qu'on essaie de montrer la réalité telle qu'elle est, sans trop de filtres, ou qu'on se lance dans une interview en lumière naturelle qui laisse réellement la parole à l'autre, et parfois là où on entend le réalisateur poser la question, on est plus ou moins dans la logique du cinéma vérité. Le mouvement a été critiqué pour avoir trop souvent dégénéré en reportage plutôt qu'en expression artistique. Alors c'est vrai, parfois, ça arrive, mais on voit aujourd'hui que le concept permet une liberté artistique et ouvre surtout des possibilités de filmer ce qui semble inimaginable, c'est-à-dire l'imprévu. Et ça, filmer l'imprévu, c'est tout ce qu'on cherche. Ce courant du documentaire nous rappelle un truc très simple. Dès qu'on sort une caméra, on crée une situation particulière. Peu importe le setup minimaliste ou l'équipe réduite, on a tous essayé d'arriver avec une toute petite caméra, d'être tout seul en tant que chef opérateur, d'être tout seul en tant que chef opérateur, réalisateur, preneur de son, je ne sais pas, l'homme à tout faire. C'est impossible d'être invisible. Filmer devient un acte de découverte. C'est ça qui rend l'aventure intéressante. L'adaptation, mais aussi la transformation du réel, la création d'une nouvelle vérité. Le travail du montage, il prend lui aussi de l'épaisseur et du poids dans la création d'un film. Coller bout à bout des éléments d'une vérité pour en faire un film, et pas une banalité ou un simple reportage. Cette fameuse vérité se construit aussi dans les instants de rencontre. C'est pas juste un grand concept philosophique.
Pour ceux qui sont intéressés par ce type de documentaire, le festival Cinéma du réel existe depuis les années 70 et continue de montrer et de promouvoir les films ethnographiques et du cinéma vérité. Vous trouverez plus d'infos dans la description. Ce qui m'intéresse dans le documentaire, entre autres, c'est intégrer des éléments du cinéma vérité. Imaginez un 90 minutes où vous allez avoir des éléments réels, en assumant votre position, en assumant le fait d'exister en tant que caméraman ou de réalisateur, et d'ajouter, d'apporter quelque chose, d'épaissir votre propos et votre point de vue. Merci d'avoir suivi toute cette vidéo, une des premières de la chaîne. Si vous avez des questions ou des précisions sur le cinéma vérité, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si j'ai dit des bêtises, si je me suis trompé, laissez aussi un commentaire, la section est là pour ça. La prochaine vidéo arrive bientôt, abonnez-vous, ratez rien, la chaîne démarre, ici on parle de documentaires, à suivre. Allez, ciao. Merci.